Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée à l'histoire de la vie sur la Terre. Pourquoi ce thème-là aujourd'hui? C'est que, en fait, ce printemps, jusqu'au 30 mars, en fait, le musée a reçu du Musée canadien de la nature à Ottawa une exposition mallette. Qu'est-ce que c'est une exposition mallette? C'est littéralement une toute petite exposition qui rentre dans une valise, tout simplement. Mais c'est pas nécessairement une exposition à très grande envergure. C'est du matériel d'animation. Donc, les gens peuvent venir ici au musée, surtout les fins de semaine, et on utilise ce matériel-là pour animer les enfants et les adultes. Donc, c'est carrément une mallette sur l'histoire de la vie, mais plus spécifiquement sur le rapport entre les dinosaures et les mammifères. Comment ceux-ci ont pu vivre ensemble à une certaine époque et comment ça se fait que les mammifères ont pris le dessus sur les dinosaures. Donc, on explique aussi l'extinction des dinosaures, des choses comme ça, ou en fait, on tente de l'expliquer parce qu'il n'y a pas personne qui le sait exactement. Alors, c'est un peu pour vous inviter à venir voir cette exposition-là que je vais vous parler de l'histoire de la vie aujourd'hui. Mais évidemment, je vous parlerai pas de tout ce qu'il y a à voir parce que je veux que vous veniez nous voir ici au musée. Donc, je vais vous donner l'eau à la bouche avec un atelier qui s'appelle l'évolution de la vie avec les fossiles. Donc, je vais vous parler de ça. Mais juste avant de débuter, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un fossile. La définition simple d'un fossile, en fait, c'est l'empreinte laissée par un animal vivant ou par une plante dans la pierre. Mais quand on parle d'empreinte, il faut faire attention, c'est pas nécessairement une empreinte de pied, de patte ou l'empreinte du corps en tant que telle, c'est vraiment le squelette de l'animal ou la structure de la plante ou de l'arbre qui s'est retrouvé imprégné dans la pierre au complet. Bon, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Première étape, vous allez voir que j'ai pas fait l'école des beaux-arts, mais enfin, je vais essayer de faire mon possible pour faire des dessins compréhensibles. Alors, on a ici un dinosaure, on va dire que c'est un brachiosaure, on reconnaît la forme de l'animal avec sa grande queue. Bon, notre pauvre brachiosaure, il est mort, l'histoire ne dit pas pourquoi, il est mort. Bon, notre brachiosaure, il est mort proche d'une rivière ou d'un lac. Donc, il y a le sol ici sous lui, mais des fois, l'eau va venir avec les vagues, va venir ensevelir le corps de l'animal, mais il faut que ça se fasse rapidement. Si l'animal a le temps de se décomposer avant de se faire ensevelir, ça fonctionnera pas. Donc, ça doit se faire rapidement. L'animal va se faire ensevelir petit à petit jusqu'à être complètement recouvert de sable, soit de la boue ou du sable ou ça peut être de l'eau aussi. Bon, en fait, il faut qu'il soit enseveli. Avec le temps, il commence à se rajouter de plus en plus de couches de sable ou de boue sur l'animal. De plus en plus, de plus en plus. Et là, l'animal va se décomposer, mais sous terre. Donc, ce qui va nous rester de notre brachiosaure, ça va être seulement son squelette. On va essayer de dessiner un beau squelette de brachiosaure. Alors, la peau est disparue. OK? Tout ce qui nous reste, c'est le squelette. Mais là, il continue encore à y avoir de la précipitation, de sable, de grains, toutes sortes de choses. Alors, l'animal se fait ensevelir sous une couche de plus en plus épaisse de sédiments. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Cette épaisseur-là, bien, ça écrase littéralement l'animal. OK? Donc, ça exerce une pression très, très forte, ce qui fait que c'est un processus physique, chimique, chaque particule de l'animal va se faire remplacer par une particule minérale. Donc là, tout le squelette qui reste va se transformer en pierre. Ah, ça sera plus organique, là, ça va être carrément de la pierre, mais la forme du squelette va rester là, par exemple. Et là, ça continue encore à s'empiler, la pression devient de plus en plus forte, tout ça se transforme en pierre, et à un moment donné, je vais effacer mon dessin pour la compréhension. Ce qui arrive, c'est que avec les mouvements de la croûte terrestre, les couches qui étaient horizontales vont se faire transformer, vont se faire bouger. Donc, ces couches-là vont venir à la verticale comme ceci. Mais il ne faut pas oublier que notre squelette de brachiosaure, il est tout le temps là, lui. Il est encore dans le sol. Et ça, c'est les côtes. Ici, c'est les pattes. Hein? Bon. Notre squelette est toujours là, lui. Il est rendu à la verticale. Là, l'érosion va commencer. L'érosion, c'est le fait que le vent, l'eau, la neige, tout ça va venir enlever des particules à la pierre.
Mais ça se fait, c'est un processus très, très lent. Par exemple, si on emplissait ici la salle de sable et que à tous les jours, on venait enlever un grain de sable, ben, au bout d'un an, on aura enlevé 365 grains de sable. Ça paraîtrait pas. Mais au bout de 10 000 ans, par exemple, là, on commencera à avoir un trou dans notre salle. Alors, c'est un peu le même processus pour ce qui est de l'érosion. Donc, petit à petit, il y a des... Le sol est ici en haut, donc petit à petit, l'érosion va venir enlever des couches. Comme ça, ici, on va venir enlever des couches, va venir enlever des couches. Et qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Oh! On va voir apparaître un bout de squelette. Ah, ici, là, les couches sont plus là, sont disparues. Donc, ici, là, notre crâne de brachiosaure vient d'apparaître à la surface. Alors, là, on le découvre et c'est là que les paléontologues, c'est les messieurs et les madames qui étudient les fossiles, bien, ils vont venir creuser avec leur marteau, ils vont venir dégager la tête du brachiosaure. Avec un peu de chance, si l'érosion s'est faite assez longtemps, bien, on va être capable de dégager une bonne partie du squelette et c'est là qu'on va amener ce fossile de squelette-là dans un musée. Par exemple, il y a le Tyrrell Museum en Alberta qui en a beaucoup. Le Musée canadien de la nature à Ottawa, on a aussi des fossiles comme ça, donc on les expose. Mais c'est bien important de comprendre que ce n'est plus un os. Hein, ça a gardé la forme d'un os, mais ce n'en est plus un. Ça, c'était un exemple pour un dinosaure, mais c'est exactement la même chose pour les plantes, pour les poissons, les coquillages. Tout ce qui se fossilise, c'est de cette façon-là. Et en parlant justement de tout ce qui se fossilise, les corps mous, les organes, la peau, les yeux ne se fossilisent pas parce qu'ils vont se décomposer bien trop rapidement. Ça n'aura pas le temps de se transformer en pierre. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de squelettes. Hein, tout ce qu'on retrouve des dinosaures, c'est des squelettes. On va retrouver aussi beaucoup d'organismes à coquilles parce que une coquille, c'est dur, donc ça se fossilise très facilement. Vous allez voir un petit peu plus tard, je vais vous en montrer quelques échantillons. Ceci étant dit, on va entrer maintenant dans le vif du sujet en expliquant l'histoire de la vie. Mais pour pouvoir expliquer l'histoire de la vie sur Terre, il faut reculer un peu plus loin. Il faut expliquer comment la Terre s'est formée. C'est à la base. Bon, alors pour ça, il faut retourner pas mal loin en arrière. On parle d'il y a à peu près 15 milliards d'années. Ça fait assez longtemps. Il y a 15 milliards d'années est arrivé ce qu'on appelle le Big Bang. Une immense explosion dans l'univers. Et cette explosion-là a généré des courants, des mouvements dans l'univers, dans l'espace. Souvent, pour bien faire comprendre ce phénomène-là aux enfants, je leur demande s'ils se sont déjà amusés à tourner dans une piscine hors terre. Je vous demande la même chose à la maison. Pensez-y. Lorsque l'on tourne dans une piscine hors terre, qu'on est plusieurs à tourner, ça va créer un gros tourbillon, un mouvement circulaire comme ça. Et s'il y avait des petites mouches, des feuilles, des morceaux d'insectes, n'importe quoi qui flottait dans l'eau, bien, ce qui arrive avec ces débris-là, c'est qu'ils vont se regrouper au centre de la piscine, donc au centre du tourbillon. Bien, après le Big Bang, c'est un peu la même chose qui est arrivée. Cette immense explosion-là a généré des mouvements circulatoires comme ça. Et au centre de ces vortex-là, les poussières s'accumulaient. Donc, les poussières s'accumulaient, ça devenait de plus en plus gros à force de tourner, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la masse de cette boule-là devienne tellement importante que juste le poids était suffisant pour générer de la chaleur à l'intérieur. Ça, c'est une énergie nucléaire, si on veut, donc ça fait fondre la pierre à l'intérieur même de cette immense boule-là. Donc, à partir de ce moment-là, on appelle ça des planétoïdes, donc des petites planètes. Et plus ça grossit, ben là, ça devient des planètes en tant que telles. Donc, notre planète à nous, la Terre, c'est exactement comme ça qu'elle s'est formée. À la base, c'est un petit moton de poussière qui a grossi, et à un moment donné, la masse est tellement importante que le centre de la Terre s'est mis à fondre. Donc, c'est de la pierre en fusion qu'il y a à l'intérieur de notre planète. Mais là, ça se met à fondre tout partout. Donc, au départ, là, j'ai expliqué ça en à peu près 2-3 minutes, mais il faut comprendre que ça s'est passé sur 10 milliards d'années à peu près. Parce que, il y a 5 milliards d'années, c'est à partir du moment où notre planète a été considérée comme une planète, justement, là, ça fait à peu près 5 milliards d'années. Là, je sais que là, je vais vous mêler peut-être avec les... attendez un petit peu. Il faut que je vous explique quelque chose.
Je vais parler souvent de milliers d'années, millions d'années, milliards d'années. C'est difficile de s'imaginer une échelle de grandeur. Alors, je vous donne un truc que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe quelle situation pour avoir une idée de grandeur entre 1000 millions et milliards. Si on veut compter jusqu'à 1000, en comptant un chiffre par seconde, ça va nous prendre 15 minutes. Donc, on compte 1, 2, 3. Au bout de 15 minutes, on est rendu à 1000. Si on veut compter jusqu'à 1 million, au rythme de un chiffre par seconde, encore une fois, ça nous prendrait 2 semaines. 2 semaines compter sans arrêt, on finirait par arriver à 1 million. Et pour compter jusqu'à 1 milliard au même rythme sans arrêt, tenez-vous bien, ça prendrait 32 ans. Alors, 32 ans, compter sans arrêt, on finirait par arriver à 1 milliard. Alors, ça vous donne une idée à quel point le chiffre milliard, c'est gros. Bon, si je reviens maintenant à l'âge de notre planète, elle a grosso modo 5 milliards d'années. Au départ, ce n'était pas la belle planète bleue que l'on connaît aujourd'hui. C'était une immense masse de pierres fondues, de pierres tellement chaudes qu'elles étaient à l'état liquide. C'est à ça que ressemblait notre planète au départ. Et là, pour vous l'illustrer bien comme il faut, je vais faire une ligne en haut. Encore une fois, pardonnez mes talents de fille qui n'a pas fait l'école des beaux-arts. Bon, cette ligne-là ici, c'est l'histoire de la Terre, littéralement. C'est ce qu'on appelle une échelle des temps géologiques. Là, comme c'est là, elle n'est pas garnie du tout, mais vous allez voir, je vais la garnir. Donc ici, c'est le départ, il y a 5 milliards d'années. Et ici, c'est au début 2010, à Thetford Mines, au musée. OK. Donc, il y a 5 milliards d'années, notre planète, c'est une immense boule de feu. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette boule de feu-là? Elle s'est mise à refroidir, tranquillement, pas vite. Un peu comme lorsqu'on laisse une soupe, une crème refroidir sur le four sans la brasser, sans rien, il va se former une croûte sur le dessus. On appelle ça l'accrétion. Bien, l'accrétion s'est produite sur notre planète. Elle s'est mise à refroidir tranquillement, pas vite, parce que ça faisait longtemps que l'explosion avait eu lieu, bon, etc., etc. Donc, notre planète se met à refroidir. Il ne faut pas oublier que dans l'espace, il fait très froid, hein? Donc, et cette croûte-là, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement de la roche refroidie, de la roche durcie. Alors là, il se met à former une croûte. Si on était propulsé à cette époque-là, tout ce qu'on verrait, c'est un immense champ de pierre fumant. Ça serait impossible de vivre à cette époque-là. Pourquoi? Bon, plusieurs raisons. Il y a encore plein de volcans qui entrent en éruption. Parce que ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à refroidir, fait que la croûte est très mince, fait que là, il y a plein de volcans un petit peu partout sur la planète qui continuent à cracher de la lave et de la fumée. En plus de ça, les météorites bombardent la Terre, parce que ça fait quand même pas longtemps qu'elle a eu lieu l'explosion. Il y a encore plein de poussière, plein de débris de roches dans l'espace, et ça vient tomber sur la planète, ça vient tomber comme ça tout le temps. Et dernière des raisons, il n'y a pas d'atmosphère. Alors, il y a absolument aucune possibilité pour l'humain de respirer, fait qu'à cette époque-là, oubliez ça, la vie ne peut absolument pas se développer. Par contre, le fait qu'il y ait plein de volcans comme ça, plein de météorites qui tombent, ça projette dans l'air de la fumée, de la poussière, des gaz qui vont venir se placer comme ça tout le tour de la planète. Et ça, c'est pas respirable. Évidemment, c'est rempli de soufre, de gaz carbonique, toutes sortes de choses. Mais ça contribue à créer une atmosphère primitive autour de la Terre. Pourquoi c'est si important, une atmosphère? C'est que dans l'espace, il y a des météorites, il y a de la poussière cosmique, il y a des rayons nocifs qui proviennent du Soleil. Et toutes ces choses-là, c'est stoppé par notre atmosphère. Quand un météorite arrive très, très rapidement, il va vers la Terre et il pénètre dans l'atmosphère. Ça fait un peu lorsqu'on saute d'un plongeon, quand on arrive dans l'eau, on est ralenti par la pression de l'eau. Bien, c'est un peu le même principe, le météorite qui est dans le vide interspatial et qui pénètre dans l'atmosphère. La pression de l'air est plus importante, donc il va se mettre à ralentir à cause de la friction, de la pression de l'atmosphère. Faites l'expérience à la maison, frottez vos mains ensemble pour créer une friction, frottez-les sur les pantalons, sur le tapis, ça crée la friction crée de la chaleur. Alors le météorite, lui, quand il tombe dans l'atmosphère, il tombe tellement rapidement que cette chaleur-là devient excessive, tellement importante que le météorite va se réchauffer et va fondre littéralement. Donc, avant d'arriver sur Terre, bien souvent, ça va être seulement une petite pierre, rien du tout, ou encore il va être
consumé au complet. Donc, ça vous fait comprendre à quel point l'atmosphère terrestre peut être importante pour nous protéger. Bon, fait qu'à partir de ce moment-là, on a une atmosphère très primitive, je vous l'assure, mais au moins, bon, les météorites commencent à moins tomber, ça va stabiliser l'ambiance, si on veut, sur la Terre. Fait que là, bon, ça va continuer à refroidir tranquillement pas vite, donc là, on va voir disparaître certains volcans. Bon, alors là, c'est rendu plus calme un petit peu, le calme après la tempête, sauf que la vie est toujours pas possible, parce qu'il y a juste la pierre, OK? Dans tous ces nuages-là, par exemple, il y a plein de particules chimiques qui vont se combiner ensemble. Il y a de l'hydrogène, il y a toutes sortes de choses. Bon, ça se combine ensemble, ça va créer des nuages. Ça va créer de la vapeur d'eau. Et qu'est-ce que ça fait de la vapeur d'eau? Ben, de la pluie, carrément. Fait que là, la pluie va se mettre à tomber en déluge sur la Terre. La pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe. Ça va créer les rivières, les lacs et les océans. Alors là, ça commence à ressembler un peu plus à la belle planète qu'on connaît aujourd'hui. Et là, encore une fois, j'ai expliqué ça en quelques minutes seulement, mais on est rendu, oh mon Dieu, facilement à la moitié de l'âge de la Terre déjà de passé. C'est une estimation, bien entendu. Alors là, comme les océans sont apparus, on commence à avoir une belle planète bleue. Bon, vous voyez mes beaux dessins ici. Ce n'est pas un ballon de soccer, c'est la Terre avec ses continents. Et ce qu'on voit ici, c'est les océans. Et les océans, les fameux océans, c'est un milieu qui est très calme tout en étant mouvant, OK? Parce que les mouvements sont importants aussi pour créer la vie, mais en même temps, sous cette eau-là, il y a des pierres qui vont permettre une certaine stabilité. Fait que là, la vie va pouvoir commencer à se développer. Mais là, j'ai pas fait d'arbres, hein, j'ai pas fait de verre sur des continents, c'est normal, là, parce que le verre, c'est de la vie. Il y en a pas encore, là, à cette époque-là. Parce que, ben, la raison est bien simple, c'est que notre atmosphère est toujours aussi irrespirable. Hein, il n'y a pas d'oxygène encore, c'est encore du soufre, du gaz carbonique, toutes sortes de choses. Fait que la vie peut pas se développer sur les continents encore à ce moment-là. Sauf que, dans les océans, il va commencer à apparaître des petites bestioles qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Des petites bestioles minuscules que j'ai grossies ici à peu près 1 milliard de fois. Ça s'appelle des bactéries. Les bactéries, là, c'est les êtres vivants les plus résistants qu'il n'y a pas au monde. On a trouvé des bactéries vivantes à des kilomètres, à 3,5 kilomètres sous la glace dans l'Antarctique, on a trouvé des bactéries vivantes, alors qu'elles étaient dans une glace formée il y a des milliers et des milliers d'années. Un autre exemple, sous la mer morte, c'est un endroit extrêmement salé. Normalement, le sel va tuer toutes les bactéries. Ben, sous la mer morte, on a fait des forages et on a trouvé à ces endroits-là des bactéries vivantes. C'est incroyable, les bactéries s'adaptent à n'importe quel milieu de vie. Alors, c'est un peu grâce à ça, grâce à leur résistance, que la vie a pu apparaître sur la Terre au début. Bon. Alors, les bactéries commencent à proliférer, tranquillement, pas vite. Et vous savez, la nature a tendance à toujours s'améliorer pour s'adapter à son milieu de vie, pour essayer de survivre. C'est une question de survie tout le temps. Alors là, les bactéries sentaient bien qu'elles devaient se regrouper, qu'elles devaient grossir pour proliférer encore plus. Alors là, elles vont grossir, elles vont s'attacher ensemble et ça va finir par former des animaux bizarres. Des espèces de mollusques qui flottaient dans l'eau. Alors, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est nos ancêtres quand même, ces mollusques-là. Au départ, c'était des bestioles qui flottaient dans l'eau, tout simplement. Mais encore une fois, la tendance de la nature à se regrouper en fait que ça s'est amélioré de plus en plus. Et d'un autre côté, bon, ça c'est le côté plus animal, mais d'un autre côté aussi, les bactéries se sont multipliées aussi et se sont regroupées pour former des plantes. Et ces plantes-là, c'est très important. Bon, les premières plantes, c'était pas comme nos plantes de maison avec des tiges, des feuilles, etc. C'était plutôt comme des algues, que s'il n'y avait pas eu d'eau, les algues n'auraient pas pu se tenir droites parce qu'elles n'avaient pas de tiges ni rien. Puis même, ça ressemblait davantage à des tapis verts dans le fond des océans plutôt que des plantes réellement. Alors, ces bactéries-là qui ont vraiment proliféré pour donner des plantes, on les appelle
des archéobactéries, mais plus spécifiquement les cyanobactéries, donc les fameuses algues bleues dont on entend parler récemment à cause, bon, on dit qu'elles polluent les lacs et les rivières, ben c'est quand même ces bactéries-là qui nous ont permis au départ de survivre. Pourquoi? Parce qu'il y en avait tellement dans le fond des océans, de ces bactéries-là, ça couvrait le fond des océans, mais c'était des plantes. Et les plantes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la photosynthèse, c'est-à-dire que ça capte le gaz carbonique et ça rejette de l'oxygène. Alors là, vous me voyez venir, c'est à partir de ce moment-là, il y en avait tellement de ces bactéries-là que là, l'oxygène s'est mis à se reproduire partout dans l'atmosphère. Donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment tout est en place pour que la vie puisse exploser sur la Terre. On a l'eau, on a l'oxygène, etc. Alors, tout se fait en même temps. C'est très, très rapide, les bactéries, les animaux, les plantes, etc. Et encore une fois, la vie a tendance à toujours s'améliorer davantage. Alors, ces espèces d'animaux-là qui flottent dans l'eau sont très vulnérables et sont très mous. Alors, la nature va leur fabriquer des coquilles, des squelettes. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de fossiles de cette époque-là, parce que justement, c'était des organismes à coquilles qui avaient beaucoup. J'ai ici un exemple, c'est un trilobite. Les trilobites, c'est une icône fossile, on en trouve beaucoup. Ça ressemblait à une espèce de crabe qui vivait dans le fond de l'eau. Ça, c'est un très petit, mais il y a des trilobites là, gros comme ça qui ont été trouvés. Alors, il y en avait de toutes les grosseurs. Il y avait aussi ce qu'on appelle des ammonites. Les ammonites, c'est plutôt comme une espèce d'escargot. Et là, toutes ces choses-là, toute cette explosion de vie, ça se déroule vraiment à la fin ici, là, à partir de 500 millions d'années. Il y a 500 millions d'années à nos jours. C'est là que tout ça va exploser. Fait que pour mieux vous l'illustrer, on va faire un zoom. Je dois tasser mes crayons. Alors, on fait un zoom de cette partie-là. On le grossit pour l'amener ici. Fait que les premières formes de vie qui est apparue, c'est les bactéries, comme ceci. Donc, il y a à peu près 600 millions d'années, qu'est-ce qui est apparu? Les organismes à coquilles, j'en ai déjà parlé un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qui apparaît? Les organismes à coquilles, leur gros défaut, eux, c'est qu'ils sont lourds, ils sont lents. Alors là, la nature va faire en sorte que leur squelette, au lieu d'être autour, elle va le transférer à l'intérieur de leur corps. Alors, c'est là qu'on va voir apparaître des poissons. Des poissons, c'est littéralement des coquillages sans coquilles. Leur squelette est à l'intérieur. Alors, les premiers vertébrés, c'est les poissons. À cette époque-là, tout se passait dans l'eau. Il commençait à avoir un petit peu de plantes. Là, ici, j'aurais pu commencer à dessiner un peu de verre. Il commençait à avoir un petit peu de plantes sur la terre ferme, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait surtout dans l'eau. Mais là, tranquillement, pas vite, les espèces vivantes vont sortir de l'océan. Et qui sont les premiers à sortir de l'océan? Les insectes. Les insectes, c'est un peu des dérivés de ces organismes à coquilles-là, mais qui ont appris à vivre à l'air libre. Donc, c'est eux-là ont commencé à peupler les océans, à peupler les continents. Mais là, les poissons, eux autres aussi, là, ils veulent pas être en reste, eux autres aussi veulent aller vivre sur le continent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont modifier leurs poumons. Au lieu d'être des branchies, ça va devenir des poumons. Alors, les poumons, ça peut respirer à l'air libre. Alors, c'est là qu'on voit apparaître les amphibiens. Les amphibiens, c'est comme les crapauds, les grenouilles, les salamandres. Ce sont des êtres qui peuvent respirer dans l'eau, mais ils peuvent aussi respirer à l'air libre. Sauf que ces êtres-là sont encore très, très, très dépendants de l'eau parce que leurs œufs doivent être pondus dans l'eau et les bébés vont vivre dans l'eau aussi au départ. Leur peau ne peut pas sécher parce qu'ils vont mourir, donc ils sont très dépendants de l'eau. Fait que ça va être quoi leur truc à eux pour essayer de s'adapter encore plus à l'environnement? Bien, ça va être de transformer leur coquille en coquille calcaire rigide et de transformer leur peau aussi. Leur peau va se durcir, ils vont être capables de marcher à l'air libre. Alors c'est là qu'on va apparaître les reptiles au Permien. J'ai sauté une case ici, carbonifère. Qu'est-ce qui est apparu au carbonifère? Là, c'est les arbres. Ah là, au carbonifère, les plantes habitent partout sur les continents, mais ce sont de très grandes plantes, davantage apparentées aux fougères qu'aux vrais arbres actuels. Alors là, la vie explose, il y a des forêts partout, et l'oxygène est extrêmement riche à cette époque-là. Il y en a quelque chose comme 50% de plus qu'aujourd'hui, donc tout est immense, les libellules ont 1 mètre de large. Alors c'est incroyable. À partir des reptiles, c'est là qu'on voit apparaître, en fait, à partir des reptiles, ici, je vous présente Dimetrodon. Dimetrodon, c'est vraiment à partir de lui qu'il y a 2 branches distinctes qui vont apparaître.
la branche, premièrement, des dinosaures, qui sont apparus au Trias, et aussi la branche des mammifères. Les mammifères, dans le temps des dinosaures, sont très petits parce qu'ils doivent se cacher constamment pour ne pas se faire manger. Mais là, à un moment donné, après le Jurassique, c'est davantage des dinosaures oiseaux qu'il y avait comme l'Archéoptérix. À partir de ce moment-là, après le Jurassique, en fait, à la fin du Crétacé, excusez-moi, je me mêle dans mes périodes, à la fin du Crétacé est arrivée la disparition en tant que telle des dinosaures. Certains disent qu'ils sont décédés à cause d'un immense météorite qui serait tombé au Mexique, qui aurait bouleversé la vie sur la Terre en cachant le soleil, en faisant refroidir les températures, en tuant les plantes, etc., etc. Mais de plus en plus, on a tendance à croire que c'est l'évolution pure et simple qui aurait fait que les dinosaures ont disparu parce que les dinosaures étaient tellement gros qu'ils mangeaient littéralement leur environnement. Donc, il y avait plus... ils n'étaient pas capables de survivre parce qu'ils n'étaient pas capables de se nourrir. Donc, les dinosaures auraient disparu tout simplement. Il y en a certains qui disent aussi que les dinosaures se seraient empoisonnés avec les fleurs parce que c'est à cette époque-là que les fleurs sont apparues. Parce qu'avant ça, la reproduction des plantes était davantage avec des cônes ou des spores comme les fougères. Et finalement, la dernière espèce qui est apparue au Quaternaire, qui est notre ère, ce sont les humains. Donc, les humains découlent de la branche de Dimetrodon, qui est ici. Les humains découlent de ça. C'est notre ancêtre. C'est vraiment l'adaptation des mammifères à leur environnement qui a fait qu'ils ont pu survivre à ce qui a fait disparaître les dinosaures. Et c'est à partir de ce moment-là, après que les dinosaures aient disparu, c'est à partir de ce moment-là que les mammifères grossissent et deviennent de plus en plus importants, deviennent de plus en plus intelligents, comme on l'est aujourd'hui. Hein. Finalement, ça a pris 5 milliards d'années pour conduire d'une planète stérile à une planète tout à fait vivante comme elle l'est aujourd'hui et peuplée par des humains. On a souvent tendance à croire qu'on est les maîtres de la Terre, qu'on est là depuis toujours, mais on n'est absolument rien. Par rapport à la vie de la Terre, ça fait 100 000 ans que l'homme existe sur 5 milliards d'années. 100 000 ans, c'est absolument rien. Alors, il faut y faire attention à notre Terre, il faut en prendre soin, c'est très important. Alors, c'était très, très, très rapide ce que je vous ai montré comme atelier. Si vous venez nous voir ici au musée, on va pouvoir vous montrer toute l'exposition Mallette qui présente des reproductions de mâchoires de tyrannosaures, des reproductions de coprolites qui sont des excréments de dinosaures. On a toutes sortes d'autres fossiles à vous montrer. Je pourrais vous expliquer cette échelle de la vie-là plus en détail aussi. Alors, vous êtes les bienvenus. Vous venez nous voir. Cette exposition-là est là jusqu'au 30 mars, sauf que en tout temps, on peut faire les ateliers sur l'histoire de la vie qui font partie des thèmes principaux du musée. Alors, j'espère que vous allez venir nous voir. Je vous remercie. C'était Geneviève Claveroy pour le musée M'amuse.